بالنسبة l'effet macro, 3 millions de l'Borak, c'est des passagers qui ont monté dans le Borak. Chez l'effet, avec les autres statistiques, comment qu'on a donné sur l'axe Marrakech pour l'Atlas 15 millions, là, c'est 3 millions des gens qui ont fait le Borak de Tanger à Casa, Tanger Rabat, Tanger Kinitra. Alors, lorsqu'on parle de rentabilité de projet, donc on est sur de la rentabilité socio-économique. Ce genre de projet n'est pas donné, c'est pas de la rentabilité financière, parce que sinon, on aurait pu trouver des opérateurs et des investisseurs, vous avez la queue dans l'ONCF, d'accord. Donc, des projets similaires, lorsqu'on arrive à équilibrer l'exploitation, d'accord, et qu'on ne subventionne pas l'exploitation, c'est déjà un exploit. Prenez le modèle turc, l'exploitation est subventionnée. Nous, la bonne surprise, je dirais, de la première année, on s'attendait à une première année où on équilibre l'exploitation. On supporte l'ensemble des charges. Or, on équilibre l'ensemble des charges et on dégage une marge. C'est cette marge, la marge opérationnelle. Et laquelle marge opérationnelle à fin octobre, extrapolation jusqu'à fin d'année, ça doit couvrir presque les charges de capital de matériel roulant. C'est-à-dire qu'on arrive à supporter l'investissement de matériel roulant. D'année en année, ça va bien sûr s'améliorer, ce qui permettra, dans le montage qu'on a fait avec ONCF SA, et là je réponds, ça ne serait pas, l'ONCF restera, on gardera l'unicité de l'ONCF. Il y a l'établissement public, et l'établissement public crée l'ONCF SA, laquelle ONCF SA, elle a la partie opérationnelle d'exploitation, mais elle a aussi la gestion d'infrastructures. Et c'est ONCF SA qui assurera aussi la maîtrise d'ouvrage, disons déléguée, des projets d'extension que l'État décidera. D'accord? Donc là, c'est tout en gardant l'unicité de l'ONCF, on sépare la partie d'aide qui restera au niveau d'établissement public, de manière à avoir une ONCF, une entreprise ONCF SA, qui est équilibrée financièrement et qui remontera des dividendes ou des droits de passage pour aider dans le remboursement de la dette infrastructure. Dans un monde idéal, si on arrive déjà à équilibrer notre exploitation, à faire face pour construire nos gares, construire nos ateliers, acheter nos trains, au niveau de SA, on a le Meleika. C'est ce qui va remonter. Il y a un droit de passage fixe, il y a un variable qui s'est indexé sur une performance qui remontera pour aider sur le... Maintenant, le gain du projet, c'est pourquoi on raisonne en termes de rentabilité socio-économique, c'est au niveau de la collectivité. Le fait d'avoir cette ligne, ça impactera, comme ça a été dit, le tourisme, et donc c'est du PIB, et c'est la croissance au niveau de la région, et c'est la valeur ajoutée qui est créée. C'est pourquoi si la collectivité prend en charge une partie de l'infrastructure, en contrepartie de la croissance et de l'impact positif qu'il y a sur l'économie de ces régions traversées par cette ligne. Pour qu'on soit, et ça, c'est un modèle universel, donc ça va aux pays qui font le choix, même de subventionner l'exploitation, parce qu'ils considèrent que le gain au niveau de l'économie est largement supérieur au coût de l'infrastructure et même au ce gap d'exploitation. Alors, بالنسبة للعقارات والأراضي اللي هو المقصود بالسؤال ديال الأخ إذا كان في إطار المسطرة ديال نزع الملكية فإحنا حاولنا ما أمكن. وإذا خدينا غير المحور ديال قنيطرة طنجة اللي دار فيها القطار فائق السرعة فتقريبا أكثر من 90% ديال اقتناء الأراضي تم بالتراضي لا ما نمشيو للمحاكم. حاولنا ما أمكن أن يكون واحد النوع من القرب لا بروكسيميتي مع les riverains, مع les propriétaires des terrains, de manière à arriver à des accords à l'amiable et de leur payer rapidement leur dû. Et donc, ça a été réglé à hauteur de 90% à l'amiable. De sismicité avec des niveaux d'alarme, l'alarme. Par mesure de sécurité, donc on est par mesure de sécurité, en attendant de voir ou de vérifier. Donc on a arrêté les trains pendant un temps pour prendre la décision. On a réduit la vitesse à 160 km à l'heure au lieu de 320, de manière à pouvoir mesurer ce qu'on a mesuré, parce qu'on a des outils de mesure sur le train, ce qu'on appelle des accéléromètres, pour voir est-ce qu'il y a un impact ou pas. Donc ce genre de HANA, on ne peut pas
de temps à autre qu'il y ait un événement. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois, les rares cas où on a un retard qui a dépassé, qui a approché l'heure, on a donné des billets, sans communiquer autour de ça. On a les gens, moi, on doit faire partie de 3% où il le retard parce que 3% ceux qui dépassent 5 minutes, 10 minutes, alors 10 milliards de dirhams, dans quel délai? Donc, elle dit, mais la restructuration de la dette, c'est sur 3 ans, de 2019 à 2021, de manière à pouvoir lisser la dette et aussi optimiser le taux d'intérêt. Maintenant, quelles seraient les conditions? Donc, on tirera le maximum de ce qu'on peut tirer le marché. Le marché aujourd'hui, ça a permis d'avoir 15 ans 30 ans avec 15 ans de différé à ce taux. Si demain le taux, donc on choisira la bonne fenêtre pour pouvoir optimiser davantage. Mais l'idée, c'est faire correspondre un peu parce que comme c'est des projets capitalistiques, comme la durée d'amortissement se fait pour une partie sur 25 ans, 30 ans, pour d'autres sur 50 ans, c'est essayer au maximum d'avoir une dette en phase avec l'amortissement des équipements. Alors, pour ce qui est l'axe de cession d'actifs, il y a tout ce qui est foncier. On a aussi normalement ce patrimoine hôtelier. Ce que je peux vous dire pour la Mamounia, il restera, c'est un patrimoine national, il restera national. L'ONCF restera dans la gestion de ces hôtels. Maintenant, il y a d'autres institutionnels marocains, d'accord, qui seront le tour de table avec l'ONCF pour aider. Donc, soyez tranquilles, la Mamounia est un patrimoine marocain et il le restera, d'accord. Pour ce qui est de la cession de la partie de la ville, c'était un troc entre la ville de Marrakech et l'État, c'est-à-dire la direction des domaines, d'accord, donc qui est en train de faire, et donc cette partie qui correspond à 26% serait transférée propriété de l'État, et c'est à l'État de voir ce qu'il va faire avec. Est-ce que je peux vous confirmer que c'est un patrimoine national, il le restera. On est jugé par rapport au hôtel bon gestionnaire, la preuve c'est la Mamounia, meilleur hôtel au monde en 2018. Donc on assurera normalement cette continuité en termes d'excellence. Des axes pour la partie transformation institutionnelle et la situation financière de l'ONCF. Alors peut-être que je vais un peu me répéter pour dire que tous les projets que nous avons gérés, on les a gérés dans de très bonnes conditions en termes de coûts et en termes de délai. D'accord. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le modèle qui a été adopté pour développer ces projets consiste à faire porter la dette, même d'infrastructures d'expansion, à l'ONCF, au bilan de l'ONCF. D'accord. Même si l'État est censé donner des dotations pour matcher avec une partie de cette dette. Mais cette situation, elle n'est pas tenable. D'accord, ça permet à l'État de ne pas constater la dette chez elle, mais ce modèle, ce n'est pas une problématique, je dirais, de mauvaise gestion, mais c'est une problématique de modèle de développement. Donc, convaincu de ça, ça fait un moment qu'on travaille avec le ministre des Finances, on est arrivé normalement à cette réalité et que nous, on doit se charger de notre exploitation. Maintenant, si l'État décide une extension, il faut arriver à trouver son montage, arrêter un montage financier. Demain, peut-être, on développera des montages intelligents, PPP, ainsi de suite. Mais ce modèle qui consistait, ça a servi parce que c'est grâce à ce modèle qu'on a fait Tanger-Med, qu'on a fait la liaison ferroviaire Tanger-Med, la liaison Tiaoulit-Nador, le doublement jusqu'à Fès, le triplement Kinitra-Kaza, les gares. Mais voilà, le modèle arrive à ses limites. Et de là, un peu l'intelligence d'aller chercher un autre modèle pour pérenniser ce qu'on a réalisé jusqu'à présent et disposer d'un outil en INSAF de demain qui permet aussi de continuer le développement. C'est l'État qui le décide et je pense que l'État, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Et aussi, on travaille pour pouvoir équiper en Wi-Fi les trains. C'est une opération qui est en cours. Maintenant, je reviens à la question de
dans les études, est-ce qu'on préfère la grande vitesse ou les trains conventionnels. D'accord? Donc là, ce n'est pas dans l'absolu. Maintenant, si vous voulez développer une ligne pour faire le transport régional, vous devez prévoir des arrêts à chaque 10-12 km. Là, vous n'avez pas intérêt à faire de la grande vitesse, c'est une ligne à 120, parce que dès que tu montes en vitesse pour atteindre là, tu dois décélérer pour pouvoir s'arrêter. D'accord? Sur un axe où il n'y a pas de ligne ferroviaire, tu te poses la question, si tu fais une ligne, ça doit être et pour les marchandises et pour les voyageurs, pour assurer la mixité. Le choix qui a été fait pour Tanger, on avait une ancienne ligne, d'accord? Ça a été Didier Offred, on a fait une ligne voyageur, et lorsqu'on a comparé entre une ligne grande vitesse et une ligne conventionnelle, l'écart, ça ne dépasse pas 15%. D'accord? Donc pour chaque projet, il faut tenir compte un peu de quelle est la finalité du projet pour définir quel est le temps de parcours qu'il faut rechercher, et partant de là, quelle vitesse. Maintenant, pour le cas de Marrakech-Agadir, nous, on a notre étude de faisabilité avec différents scénarios. Je viens de dire on croit tellement au projet, qu'on a acquis le terrain, 40 hectares, 7 km, pour sécuriser la sortie de Marrakech. On a figé le tracé, l'entrée d'Agadir pour la gare au niveau de Sceaux. Maintenant, la nouveauté, cette orientation de Sa Majesté qui met d'Agadir, c'est la centralité d'Agadir. J'ai dit qu'effectivement, jusqu'à présent, on considérait que Casa qui est le centre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Rabat, à 1h20 de Tanger, demain à 57 minutes, Rabat se trouve à l'extrême nord du Maroc. Et effectivement, Agadir, elle est à équidistant entre nos provinces sahariennes, Lyoul et Tanger. Maintenant, Sa Majesté, lorsqu'il a parlé de la liaison ferroviaire, c'est dans un cadre global, et que ça vient booster, créera de la valeur, mais il a demandé aussi à ce que l'ensemble des autres secteurs doivent repenser leur stratégie en tenant compte de cette centralité. Et donc, voilà, nous, on a le sujet, si vous voulez, il faut que ce soit avec une convergence des stratégies sectorielles, de manière à ce que cette ligne jouera vraiment son rôle. Et que les autres secteurs arrivent à capter la valeur qui serait créée par cette ligne. Demain, si on relie Marrakech à Agadir en 1 heure, même le concept de tourisme change. C'est-à-dire que pratiquement, tu ne raisonneras plus que Marrakech avec un concept touristique différent du concept d'Agadir. À 1 heure, le touriste qui viendra à Marrakech passera 2 jours à Agadir et vice-versa. L'ONDA, aujourd'hui, il a le port de Marrakech qui sature dans 5 ans. Ils sont sur un site à la sortie de Marrakech qui est censé être desservi par cette ligne ferroviaire, et donc il sera demain l'aéroport de Marrakech-Agadir. Et que voilà, et donc une valeur au-delà de nos études de rentabilité qui tient compte des passagers d'aujourd'hui au fil de l'eau. D'accord? Demain, avec cette orientation qui a été donnée par Sa Majesté sur la centralité d'Agadir et la convergence des stratégies sectorielles, et donc maintenant chacun doit analyser cette orientation par rapport à son secteur, et c'est en matchant un peu ces stratégies sectorielles qu'on apportera la bonne réponse par rapport aux caractéristiques de cette ligne. Maintenant aussi, le ministère de Commerce et Industrie, qu'en est-il par rapport au développement de la partie industrielle au niveau d'Agadir? Donc tous ces éléments permettent d'avoir des inputs pour choisir le scénario le plus approprié pour cette ligne, de manière à ce que chaque secteur captera bien la valeur qui sera créée par cette ligne.